Au cœur de la Bretagne, en cette année 1978, il y avait des terres qui semblaient avoir fait un pacte avec le temps. Des terres de granit et d'ajonc, battues par les vents du large, où les routes étroites serpentaient entre des talus centenaires et où les villages s'accrochaient à la terre comme des coquillages à leurs rochers. C'était l'Argoate, la Bretagne de l'intérieur, celle des forêts profondes et des légendes tenaces. C'est là, dans la petite commune de Kerlénac, un clocher d'ardoise, une poignée de maisons de pierre grise et des fermes dispersées à l'infini, que vivait et travaillait une légende bien vivante, le docteur Paul Mercier. Paul Mercier n'était pas simplement un médecin. Pour les habitants de Kerlénac et des 10 hameaux environnants, il était une institution, un repère aussi immuable que le vieux calvaire à l'entrée du bourg. Âgé d'un peu plus de 60 ans, il dégageait une aura de calme et d'autorité bienveillante. Son visage, creusé de rides fines au coin des yeux, témoignait de décennies de nuits trop courtes et de sourires partagés. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient désormais d'un gris élégant, et son regard, derrière de fines lunettes, possédait cette rare qualité d'offrir à chaque patient le sentiment d'être, l'espace d'une consultation, la personne la plus importante au monde. Il était arrivé ici en 1946, juste après la tourmente. Un jeune homme à l'époque, boitant légèrement d'une blessure de guerre, disait-on. Il avait débarqué avec une seule valise et un diplôme de la faculté de médecine de Paris, cherchant, selon ses propres mots, un peu de paix pour l'âme et un endroit où se rendre utile. Il avait trouvé bien plus que cela. Il avait trouvé une communauté qui l'avait adopté et à laquelle il avait consacré sa vie entière, sans jamais compter ses heures ni sa peine. Sa vieille Renault 4, souvent maculée de la boue des chemins vicinaux, était connue de tous. On la voyait filer dans la nuit pour un accouchement difficile ou se garer à l'aube devant la ferme d'un vieil homme au cœur fragile. Le docteur Mercier était l'homme qui avait mis au monde la moitié du canton. Les bébés qu'il avait accueillis dans la vie, avec ses mains sûres et ses paroles rassurantes, étaient aujourd'hui des pères et des mères de famille, qui, à leur tour, lui confiaient sans hésiter la santé de leurs propres enfants. Il était le dépositaire des secrets des familles, le confident des peines tues, le pilier sur lequel toute la communauté s'appuyait en cas de coup dur. Son cabinet, attenant à sa modeste maison au centre du village, ne désemplissait jamais. Il sentait ce mélange si particulier de l'éther et du feu de bois. Il n'y avait pas de salle d'attente guindée, mais une simple pièce où les gens patientaient en échangeant les nouvelles du pays. Le docteur ne prenait jamais de vacances. « Mes patients sont ma famille, et on ne prend pas de vacances de sa famille », répondait-il avec un sourire doux lorsque le maire tentait de le convaincre de prendre un peu de repos. Son histoire personnelle, il l'évoquait rarement avec la pudeur des hommes de sa génération qui avaient traversé l'épreuve du feu. Ce que l'on savait, ou ce que l'on croyait savoir, tenait en quelques phrases. Il avait servi comme médecin militaire dans le corps expéditionnaire français en Afrique du Nord. Il parlait de la chaleur écrasante de la Tunisie, des campagnes contre l'Africacore de Rommel. Sa blessure à la jambe, celle qui le faisait boiter les jours de grande humidité, était un souvenir de ses combats. Une balle perdue près de Kasserine. Il en parlait sans emphase, comme d'un simple fait de guerre, le prix à payer pour avoir fait son devoir. Cette histoire, empreinte d'un héroïsme discret, avait fini de forger sa légende. Il était non seulement le guérisseur, mais aussi le vétéran, l'homme qui s'était battu pour la liberté de la France avant de venir panser les plaies de ses compatriotes dans ce coin reculé du pays. Personne, absolument personne, à Kerlénac, n'aurait pu imaginer que cette vie de dévouement absolu, cette biographie exemplaire, n'était qu'un édifice monumental bâti sur les fondations d'un mensonge abject et d'une trahison indicible. Personne ne pouvait deviner que les mains qui vaccinaient les enfants et prenaient le pouls des anciens avaient, 35 ans plus tôt, signé des arrêts de mort et participé à l'une des machineries les plus barbares de l'histoire. Car la véritable histoire du jeune Paul Mercier ne s'était pas écrite dans le sable chaud de l'Afrique, mais dans les couloirs glaciales et les caves suintantes de la plus sinistre prison de France sous l'occupation. Retour en arrière. Année 1943,
La France vit ses heures les plus sombres. Paris, ville lumière, est une capitale occupée, où la peur et la suspicion sont reines. Au sud de la ville, à quelques kilomètres à peine, se dresse la prison de Fresnes. Une forteresse de briques rouges et de béton, conçue à la fin du XIXe siècle, devenue sous l'occupation l'antichambre de l'enfer. C'est ici que la Gestapo et les polices collaborationnistes françaises enferment les résistants, les agents secrets alliés, les juifs, les communistes, tous ceux qui osent défier l'ordre nouveau. C'est le principal centre de torture et d'interrogatoire de la région parisienne, un lieu d'où beaucoup ne sortiront que pour être déportés vers les camps de la mort ou fusillés au Mont Valérien. Dans ce royaume de la douleur et de la déshumanisation travaille un jeune médecin français de 28 ans. Il s'appelle Paul Mercier. Il est grand, le visage fin, les cheveux noirs impeccablement peignés. Intelligent, diplômé avec mention, il est promis à un brillant avenir. Mais il est aussi dévoré par une ambition froide et un cynisme absolu. La guerre pour lui n'est pas une tragédie nationale, mais une opportunité. Alors que ses confrères les plus courageux rejoignent les maquis ou les réseaux de la France libre, que d'autres tentent simplement de survivre en soignant la population civile, Mercier, lui, a choisi une autre voie. La voie de la collaboration, non par idéologie, mais par pur pragmatisme. Il n'a pas rejoint la milice, ni ne porte d'uniforme. Son rôle est plus discret, plus technique, et d'une perversité peut-être encore plus grande. Engagé par l'administration pénitentiaire française, qui travaille main dans la main avec les services de sécurité allemands, il est l'un des médecins attachés à la prison de Fresnes. Sa mission officielle est de veiller à l'état sanitaire des détenus. La réalité est un cauchemar orwellien. Le rôle de Paul Mercier n'est pas de torturer. Il ne tient ni le nerf de bœuf, ni les pinces, ni les électrodes. Son rôle est de rendre la torture possible, de la rationaliser, de lui donner un vernis de procédure médicale. Sa tâche principale se déroule dans une petite infirmerie au sous-sol, une pièce carrelée de blanc, éclairée par une ampoule nue, qui sent le désinfectant et la peur. C'est là qu'on lui amène les prisonniers après les interrogatoires poussés menés par la Gestapo dans les étages supérieurs. Les hommes et les femmes qui défilent devant lui ne sont plus que des épaves. Des corps brisés, des visages tuméfiés, des membres disloqués, des peaux couvertes de brûlures et d'échymoses. Le jeune docteur Mercier les examine avec une distance clinique, un détachement total. Il prend leur pouls, écoute leur cœur au stéthoscope, vérifie leurs réflexes. Il ne pose aucune question sur l'origine de leurs blessures. Il ne prononce aucune parole de réconfort. Il ne dispense que les soins minima, juste assez pour éviter que le sujet ne meure prématurément. Un point de suture rapide, une injection de sédatif, un bandage sommaire, puis vient le moment le plus terrible. À la fin de son examen, il prend une fiche, le bulletin de santé du détenu, et y appose son diagnostic. Et c'est là que son crime prend toute sa mesure. Si le prisonnier est au bord de la mort, il peut écrire inapte, accordant un sursis de quelques jours ou quelques heures. Mais la plupart du temps, même face à un corps qui n'est plus que souffrance, sa main, guidée par une froide évaluation de la résistance humaine, trace les mots qui sont une condamnation à la poursuite du calvaire. État général satisfaisant. Contusions multiples sans gravité, apte à la poursuite des interrogatoires. Chacune de ces phrases, écrites d'une écriture nette et appliquée, est un coup de poignard. C'est la caution médicale donnée au bourreau. C'est le médecin qui, au lieu de dire « arrêtez, vous le tuez », dit « continuez, il peut encore supporter, il est l'ingénieur de la souffrance, le régulateur de l'horreur. Il permet à la machine de torture de ne pas se gripper, d'optimiser son rendement macabre. Et quand, malgré ses soins, un prisonnier succombe, son rôle ne s'arrête pas là. C'est lui qui signe le certificat de décès. Jamais il n'écrira la vérité, mort sous la torture, décès consécutif à des sévices graves. Non! Le docteur Mercier a une panoplie de diagnostics de complaisance. Crise cardiaque, insuffisance rénale, pneumonie aiguë, des mensonges froids, administratifs, qui lavent le crime, qui effacent la trace des bourreaux et qui privent la famille de la victime de la moindre vérité.
Il est le fossoyeur officiel de la mémoire des suppliciés. Pourquoi fait-il cela? Pour l'argent, bien sûr. Le salaire est excellent. Pour les avantages en nature, qui, dans ce pari de rationnement, ne sont pas négligeables. Des paquets de cigarettes, du vrai café, du beurre, de la viande, obtenus grâce à ses bons rapports avec les officiers allemands qui apprécient son professionnalisme. Mais plus encore, il le fait pour le sentiment de puissance, pour la certitude d'être du bon côté du manche, du côté des vainqueurs. Il méprise les résistants, ces idéalistes qui se sacrifient pour une cause perdue. Lui se voit comme un survivant intelligent, un homme qui a compris le sens de l'histoire et qui s'y adapte. Il n'a aucun état d'âme. Les visages tuméfiés, les regards suppliants, les corps brisés ne l'atteignent pas. Il a intellectualisé son rôle. Il n'est pas un bourreau, se dit-il. Il est un technicien. Il fait un travail. Un travail difficile, certes, mais nécessaire dans le contexte. Il a érigé une forteresse de glace autour de son cœur, une muraille de cynisme qui le protège de toute empathie. Au printemps 1944, alors que le vent de la guerre commence à tourner et que les rumeurs du débarquement se font plus insistantes, une nervosité nouvelle s'empare de Fresnes. Les interrogatoires deviennent plus brutaux, plus désespérés. Les morts se multiplient. Paul Mercier continue son office macabre, signant, certifiant, validant l'horreur. Il commence cependant à préparer sa sortie. Discrètement, il met de l'argent de côté. Il se fabrique de faux papiers une nouvelle identité. Il commence à apprendre par cœur la géographie de l'Afrique du Nord, les noms des régiments, les dates des batailles. Il prépare sa légende. En août 1944, quelques jours seulement avant la libération de Paris, alors que la panique s'empare des collaborateurs, le docteur Paul Mercier disparaît. Il ne laisse aucune trace. Les Allemands en déroute n'ont pas le temps de s'en soucier. Les autorités de la libération, submergées par l'épuration, cherchent les grands noms, les chefs miliciens, les officiers de la Gestapo. Un simple médecin de prison, dont le nom n'apparaît que sur des fiches administratives, passe entre les mailles du filet. Dans les témoignages des rares survivants de Fresnes, on parle parfois d'un médecin froid et distant, mais son nom a été oublié, son visage est flou. Il est un fantôme, une ombre qui s'est évanouie dans le chaos de l'histoire. 2 ans plus tard, c'est un autre homme qui refait surface à l'autre bout de la France. Un homme avec un léger boitement, une histoire de guerre plausible et un désir affiché de servir une petite communauté rurale. Le cynique ambitieux de Fresnes s'est métamorphosé en saint laïque de la campagne bretonne. Le camouflage est parfait. Pendant plus de 30 ans, il va jouer son rôle avec une application sans faille, ensevelissant son passé sous une montagne de bonnes actions. Il se lave de sa complicité dans le meurtre en donnant la vie. Il efface ses mensonges en devenant le confident de tout un village. Il est devenu la personnification de sa propre légende. Et en cette année 1978, il se sent totalement en sécurité. Le passé est une terre étrangère, morte et enterrée. Qui pourrait encore le rattraper? Les témoins sont morts, les archives sont dispersées, la mémoire s'est effacée. Il est le docteur Mercier, l'ange gardien de Kerlénac, un homme au-dessus de tout soupçon. Il a cependant oublié une chose fondamentale. Un principe que tout bon médecin connaît. C'est que le corps humain, lui, n'oublie jamais. Il garde les cicatrices, et parfois une simple cicatrice, une simple trace laissée sur la peau d'un homme des décennies plus tôt peut devenir une pièce à conviction. Une signature indélébile qui attend patiemment, dans le silence des chairs, le regard qui saura la déchiffrer et faire remonter à la surface la plus monstrueuse des vérités. Le jour du jugement, pour le bon docteur Mercier, était bien plus proche qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il allait arriver, non pas par le biais d'un archiviste ou d'un chasseur de nazis, mais par le geste anodin d'un jeune chirurgien, dans la lumière crue d'un bloc opératoire de Rennes. Le centre hospitalier universitaire de Rennes, en cet automne de l'année 1978, était un monde à part. Un univers de blouses blanches, de couloirs aseptisés et de technologies de pointe qui contrastaient violemment avec les réalités terrestres des campagnes bretonnes environnantes.
C'est dans ce sanctuaire de la médecine moderne qu'un vieil homme de Kerlénac, Yves Le Guen, venait d'être admis en urgence. Une mauvaise chute depuis le toit de sa grange et un fémur brisé en plusieurs morceaux. Un cas complexe qui avait été confié à l'un des chirurgiens orthopédiques les plus prometteurs de l'établissement, le docteur Antoine Lamy. Antoine était un homme de son temps. 32 ans, formé aux techniques les plus récentes, il maniait le scalpel et la perceuse chirurgicale avec une précision et une assurance qui forçaient le respect de ses aînés. Il appartenait à cette première génération d'après-guerre, celle qui n'avait pas connu les privations, ni la peur de l'occupation, mais qui avait été élevée dans le récit de ces années sombres par ses parents et grands-parents. Son propre grand-père, le docteur Étienne Lamy, avait été chirurgien militaire dans la 2e division blindée du général Leclerc. Antoine avait grandi en écoutant ces récits, non pas ceux des batailles, mais ceux de l'hôpital de campagne, de la lutte acharnée pour sauver des vies dans le fracas des combats. Ces histoires lui avaient légué un profond respect pour l'histoire et un sens aigu du devoir. Ce matin-là, dans la lumière crue du bloc opératoire, Antoine était pleinement concentré sur sa tâche. L'opération d'Yves Le Guen était délicate. Alors qu'il incisait la peau de la cuisse du vieil agriculteur pour atteindre l'os fracturé, son regard fut attiré par une autre marque sur le corps du patient. Plus bas, sur le flanc droit, courait une longue cicatrice ancienne, blanche et nacrée, témoin d'une intervention chirurgicale subie des décennies plus tôt. Probablement une appendicectomie, à en juger par l'emplacement. Ce n'était pas la cicatrice en elle-même qui surprit Antoine, mais la technique de suture. Les points de suture interne, qu'il pouvait deviner au travers des tissus, avaient été fermés par une série de nœuds très particuliers. Une boucle double, suivie d'un nœud inversé, une technique complexe et inhabituelle qu'on ne lui avait enseignée qu'à titre historique pendant ses études. C'était un nœud de reverdin modifié, une méthode qui assurait une solidité exceptionnelle, mais qui était tombée en désuétude après la guerre, jugée trop lente et complexe par rapport aux nouvelles pratiques. Elle était, en quelque sorte, la signature d'une autre époque de la chirurgie. Intrigué, Antoine termina son opération avec succès. Mais l'image de cette cicatrice ne le quittait pas. Le soir même, en rendant sa visite hebdomadaire à son grand-père, retiré dans sa maison de Saint-Grégoire, il évoqua sa découverte, sur le ton de la conversation professionnelle. « J'ai opéré un vieux fermier aujourd'hui », dit-il en partageant un verre de cidre avec le vieil homme. Il avait une vieille cicatrice d'appendicite. Ce qui est curieux, c'est la suture, des nœuds de reverdin modifiés. Je n'en avais jamais vu en vrai. Ça devait être un sacré technicien, le chirurgien qui a fait ça. Antoine s'attendait à un commentaire technique de son grand-père, à une anecdote sur la chirurgie d'antan. Mais la réaction d'Étienne Lamy fut tout autre. Le visage du vieil homme, habituellement jovial, se figea. Son regard se perdit dans le vague, comme s'il venait de voir un fantôme. Il posa son verre, la main tremblante. « Un nœud de reverdin modifié ?» répéta-t-il d'une voix sourde. « Une boucle double, puis un nœud inversé, sur le flanc droit ?»« Oui, c'est exactement ça, » répondit Antoine, surpris par cette réaction. « Pourquoi ? Tu connais cette technique ?» Le grand-père ne répondit pas tout de suite. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, le dos tourné à son petit-fils. Le silence s'épaissit dans la pièce. Dehors, la nuit tombait sur le jardin. « Ce nœud !» commença enfin Étienne Lamy, sa voix chargée d'un poids terrible. « Ce n'était pas seulement une technique, c'était une signature, presque une marque de vanité. Il n'y avait qu'un seul homme que je connaisse qui l'utilisait systématiquement, qui en était fier. Il disait que c'était indestructible. » Il se retourna et son regard était dur comme le granit. Nous ne connaissions pas son nom. Il n'a jamais été retrouvé après la guerre, mais dans les réseaux de la résistance, parmi les rares qui sont revenus des caves de la Gestapo à Paris, on lui avait donné un surnom. On l'appelait le boucher en blouse blanche. Antoine sentit un froid glacial l'envahir, bien plus pénétrant que le vent d'automne qui soufflait dehors. Le boucher en blouse blanche. Le surnom était d'une violence inouïe. Il travaillait à la prison de Fresnes, poursuivit le vieil homme, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. Il n'était pas un bourreau, au sens classique du terme.
Il était pire. C'était le médecin qui examinait les camarades après les séances de torture pour décider s'ils pouvaient en supporter une autre. C'était lui qui signait les certificats de décès en notant crise cardiaque quand un homme avait été battu à mort. Sa compétence médicale n'était pas au service de la vie, mais au service de la barbarie. Il ne tuait pas avec un scalpel, Antoine. Il tuait avec son stylo-plume et son stéthoscope. L'horreur de la révélation laissa Antoine sans voix. Il comprenait maintenant le trouble de son grand-père. Ce nœud chirurgical n'était pas un simple vestige technique. C'était la marque de Caïn, la signature d'un monstre. « Mais c'est impossible », balbutia Antoine. « Mon patient, Yves Le Guen, c'est un simple fermier d'un village près de Fougères. Il n'a rien à voir avec Fresnes. » Ce médecin a disparu en août 44, conclut Étienne Lamy. Évanoui dans la nature, beaucoup ont pensé qu'il avait fui en Allemagne ou en Amérique du Sud. Mais si ce que tu as vu est bien sa signature, alors il a peut-être simplement traversé la France pour se cacher là où personne n'irait jamais le chercher, dans la peau d'un autre. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. L'histoire de son grand-père le hantait. Une coïncidence ? C'était possible. Mais la description était si précise. La cicatrice de son patient était-elle la clé d'un terrible secret de l'occupation ? En tant que médecin, son devoir était de soigner les corps. Mais en tant qu'homme, en tant que petit-fils d'un chirurgien de la France libre, il sentit naître en lui un autre devoir, celui de soigner la mémoire, de ne pas laisser un crime aussi abominable impuni. Le lendemain, il retourna à l'hôpital et consulta le dossier d'Yves Le Guen. Il y trouva la réponse à sa première question. Dans la section « Antécédents chirurgicaux », une note écrite à la main il y a des années, « Appendicectomie en urgence en 1952 », pratiquée par le docteur Paul Mercier, Kerlenac. Paul Mercier. Le nom ne lui disait rien, mais il était la source. Le premier maillon de la chaîne qui le reliait, lui, Antoine Lamy, en 1978, à un fantôme de la prison de Fresnes en 1943. L'enquête d'Antoine commença, discrète et méthodique. Il se fit passer pour un jeune médecin faisant une étude sur le suivi post-opératoire à long terme dans les zones rurales. C'était un prétexte parfait pour se rendre à Kerlenac et rencontrer ce fameux docteur Mercier sans éveiller les soupçons. Le village était exactement comme il l'avait imaginé. Endormi, paisible, hors du temps. La maison du docteur Mercier était facile à trouver. Une bâtisse de granit solide, avec un cabinet dont la plaque de cuivre, polie par les années, portait simplement « Docteur Paul Mercier, médecine générale ». Il fut reçu par un homme d'une 60aine d'années, au regard doux et à la poignée de main franche. L'incarnation même du bon docteur de campagne. Antoine se présenta, expliqua le motif factice de sa visite. Mercier fut charmant, affable, l'invita à entrer et lui offrit un café. Il parla de son patient, Yves Le Guen, avec une affection sincère. « Ah, le père Le Guen, toute une vie de labeur, cet homme. Je l'ai opéré de l'appendicite sur la table de sa cuisine, une nuit d'hiver où la neige bloquait toutes les routes. Il était à 2 doigts de la péritonite. Une autre époque, jeune homme, une autre médecine. » Antoine sentit sa gorge se nouer. Cet homme, qui parlait de sauver des vies avec une telle humilité, pouvait-il être le monstre décrit par son grand-père ? Le doute le saisit, et s'il faisait fausse route ? S'il était en train de salir la réputation d'un homme admirable sur la base d'une simple technique de suture ? Il devait en avoir le cœur net. Faisant appel à tout son sang-froid, il orienta la conversation. « Vous avez une technique chirurgicale remarquable, docteur. Mon grand-père, qui était chirurgien pendant la guerre, m'a toujours dit que les médecins formés à cette époque étaient de vrais artistes. Vous avez servi, vous aussi ?» Le visage de Mercier s'illumina d'une fierté discrète. « Oui, bien sûr, c'était notre devoir. J'étais en Tunisie avec le corps expéditionnaire. Des conditions difficiles, mais une formidable école de médecine et d'humanité. C'est là-bas que j'ai été blessé, d'ailleurs, dit-il en désignant sa jambe. Il raconta son histoire. L'Afrique du Nord, les combats, la chaleur, les hôpitaux de campagne, c'était fluide, précis, sans une once d'hésitation. Un récit parfaitement rodé.
Mais pour Antoine, qui avait en tête les paroles de son grand-père, chaque mot sonnait désormais faux. Chaque détail plausible semblait être une brique de plus dans le mur d'un alibi construit de toutes pièces. En quittant Kerlénac, Antoine était partagé. L'homme qu'il venait de voir était l'antithèse absolue du boucher en blouse blanche. Et pourtant, la signature était là, sur le corps d'Yves Le Guen. Et l'histoire, si parfaite, était peut-être trop parfaite pour être vraie. De retour à Rennes, il décida de passer à la vitesse supérieure. Il prit contact, par le biais de son grand-père, avec le service historique de la Défense au château de Vincennes. Il demanda une vérification simple, la liste des médecins ayant servi dans le corps expéditionnaire français en Afrique du Nord entre 1942 et 1945. L'attente de la réponse fut une torture. 2 semaines plus tard, une lettre officielle arriva à son domicile. Le contenu tenait en une seule phrase, sèche et administrative. Après vérification de nos archives, nous ne trouvons aucune trace d'un médecin nommé Paul Mercier ayant servi dans les unités mentionnées durant la période de référence. Le choc fut brutal, la légende était fausse. Le bon docteur de Kerlénac était un menteur. Son alibi pour les années de guerre venait de s'effondrer. Antoine sentit qu'il n'était plus seulement un enquêteur amateur. Il était le dépositaire d'une vérité qui devait éclater. Si Mercier n'était pas en Afrique, où était-il? Il recontacta l'archiviste de Vincennes, lui expliqua la situation, le soupçon d'une usurpation d'identité liée à la période de l'occupation. Touché par sa démarche, l'historien accepta de l'aider. Il l'orienta vers d'autres fonds, moins consultés, les archives de l'administration pénitentiaire de la Seine, conservées aux archives nationales. Le travail fut long et fastidieux. Antoine prit plusieurs jours de congé pour se rendre à Paris. Il plongea dans des liasses de documents poussiéreux, des registres de personnel, des rapports administratifs de l'époque de Vichy, et puis au détour d'un registre du personnel de la prison de Fresnes pour l'année 1943, il le trouva. Il n'y avait pas de photo, juste un nom, suivi d'une description et d'un état de service. Médecin contractuel, Dr Paul M. Le nom de famille était illisible, maculé par une vieille tache d'encre. Mais la suite était une déflagration. Né en 1915 à Angers, diplômé de la faculté de médecine de Paris en 1939. Signalement, 1m80, cheveux noirs, yeux bruns. La description correspondait parfaitement au docteur de Kerlénac. Et la dernière mention, dans la colonne des observations, était la pièce finale du puzzle. A quitté ses fonctions sans préavis et sans laisser d'adresse le 18 août 1944. La date était cruciale. 1 semaine exactement avant la libération de Paris. La fuite d'un collaborateur qui sentait le vent tourner. Antoine avait tout, le mobile, la signature, le mensonge et maintenant la preuve circonstancielle de sa présence au cœur de la machine de l'horreur nazie en France. Il avait rassemblé les pièces d'un puzzle vieux de 35 ans. Il tenait le destin du bon docteur Mercier entre ses mains. Il rassembla ses preuves, la déposition écrite et signée de son grand-père sur le boucher en blouse blanche et sa signature chirurgicale, la photographie qu'il avait prise de la cicatrice d'Yves Le Guen, la lettre officielle du service historique de la Défense prouvant le mensonge de l'alibi africain, et la copie du registre de la prison de Fresnes. Avec ce dossier sous le bras, il ne se rendit pas dans un commissariat de police, mais à la brigade de recherche de la gendarmerie de Rennes, dont il savait qu'elle comptait des officiers spécialisés dans les affaires historiques complexes. L'arrestation du docteur Paul Mercier par une matinée grise de novembre fut un traumatisme pour Kerlénac. Les 2 véhicules de la gendarmerie, se garant devant le cabinet médical, semblèrent déchirer un voile de paix et d'innocence qui recouvrait le village depuis des décennies. Les habitants sortirent sur le pas de leur porte, incrédules, murmurant, ne pouvant croire ce qu'ils voyaient. Lorsque le docteur sortit, encadré par 2 gendarmes, menottés, il ne ressemblait plus au patriarche bienveillant. Son visage était fermé, ses yeux vides. Le masque, porté pendant 32 ans, venait de tomber, révélant le néant qui se cachait derrière. Pour la communauté qui l'avait aimé et vénéré, c'était une tragédie.
la découverte d'une trahison intime et absolue. Mais pour la France et pour sa mémoire, c'était une victoire tardive mais essentielle de la justice. Le scalpel d'un jeune chirurgien venait d'exciser une tumeur maligne qui rongeait en silence le cœur d'un petit village de Bretagne. Car, comme le savent les médecins, certaines plaies ne peuvent guérir que si l'on a le courage d'aller chercher et d'enlever le mal à sa racine, aussi profondément soit-il caché et aussi douloureuse que soit l'opération. Le serment d'Hippocrate, bafoué par un monstre, venait d'être honoré par un juste,